l'autre texte qui a fait pays fonctionner mieux. C'est là que tu parles. Et c'est ça le problème, c'est qu'on parle de mauvais diagnostic sur la Constitution de 87 pour proposer de mauvais remèdes. Et le regard des réformes ça qui fait là, c'est une réformette. C'est pas une réforme. Aucune question de fond véritablement n'est abordée dans cette proposition, cet avant-projet. Tout simplement, seul ça qui fait, c'est renforcer le pouvoir du président pour créer une sorte d'autocrate. C'est ça qui vient dans le texte là. Mais après ça, aucune autre question n'est abordée. Et Constitution 87 là, malheureusement, vient de mauvais lecteurs. Lecture que vous avez de Constitution de 87 là, il ne pas répondre ni à la lettre ni à l'esprit de la Constitution. Et en droit constitutionnel, il y a ce qu'on appelle les conventions de la Constitution. C'est-à-dire que les acteurs politiques, ils mettent tout ensemble pour bailler Constitution ou interprétation, alors que qui ne pas répondre du tout à lettre et esprit Constitution. Et l'on a regardé que le travail commission, ou après que la commission reproduit l'essentiel de tout ça qui était dans la Constitution de 87 là. Il y aura question que le traité, notamment l'équilibrage des pouvoirs et la nature du régime, il faut forcer, c'est en pile contradiction. En pile contradiction et qui ne pas répondre à aucune note doctrinale, aucune jurisprudence et aucun principe. Donc ça veut dire que Constitution 87 là, c'est une très bonne constitution. Il y a des folles que normalement qui pour corriger. Et c'est un regret que moi gagne le fait que et pas de gain, nous pas de ménager un compromis de transition pour nous aborder effectivement apporter des corrections thérapeutiques, d'accord, à la Constitution de 87 pour nous capable faire et pour nous adapter et éventuellement changer de constitution. Mais dans le cas de ça, Jean ça que le fait là et au niveau du point de vue de la forme et nous passer à côté et au point de vue du fond, aucune question n'est abordée. Rééquilibrage constitution on dit, je passe carrément dans extrême à l'autre et que un exécutif extrêmement fort, un président côté pouvoir renforcé et même trop. Moi je pense que je peux parler du sujet ça parce que j'étais secrétaire général de la présidence. Donc, je parle en connaissance de cause. Et plus que c'est le domaine de l'expertise. Le président haïtien, dans le cadre de la Constitution de 87, il a un pile pouvoir dans même. Et contrairement à ça qui dit, c'est pas parce que le président n'a pas de pouvoir qui fait que le système est dysfonctionnel, c'est l'abus de pouvoir du président. Alors, président de la République qui fait que le système n'est pas dysfonctionnel. Donc, un président de la République en Haïti a pris le pouvoir. Parce que ce n'est pas seulement en Haïti qui gagne un président. D'ailleurs, regardez que le texte là, nous allons pour nous, que le président élu au suffrage universel et qui gagne les mêmes attributions et les mêmes incompétences. Ça que le monde connaît, c'est que la fonction présidentielle est conçue pour s'exercer sur les hauteurs. Le président de la République dispose d'un ensemble de pouvoirs, de beaucoup de pouvoirs. Mais il n'y a pas de pour tout pouvoir pour contre lui, non. S'il y a tout pouvoir pour contre lui, c'est que nous, en dictature. Parce que le président de la République, il est l'élu de la nation, mais ça balle en légitimité. Mais la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement, la Chambre des députés et le Sénat qui forment la représentation nationale, ils sont au même plan que le président de la République, parce que tous deux représentaient le souverain. Il est vrai que seule différence, c'est que le président à lui seul, d'accord, représente la souveraineté nationale en tant que président, parce que c'est le seul élu de la nation. Mais l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le Sénat de la République et la Chambre des députés, c'est la représentation nationale, c'est-à-dire que tout coin et recoin dans le pays est représenté par un député. Donc ça veut dire que, ou un sénateur, donc ça veut dire qu'il y a autant de légitimité que le président de la République. Donc en démocratie, pas gain un monde qui peut gagner un pouvoir n'amène pour contre lui. Et c'est ça, et la vertu de la Constitution de 87, c'est que vous voulez institutionnaliser la vie politique pour que
et pas un grand monde qui a pouvoir. Et n'importe où, non, c'est pas seulement au monde. Depuis qu'il y a une entité qui a tout pouvoir dans le forcément, n'a débouché sur l'arbitraire. Et c'est là la grande faute de la commission. Au lieu pour rééquilibrer le pouvoir, ils ont tout simplement transféré le pouvoir. C'est pourquoi que je dis que c'est un travail qui est hors sujet. Regardez que tout ça que vous demandez au fait autrement. Ils n'ont pas demandé pour transférer le pouvoir. Ils ont demandé pour rééquilibrer le pouvoir. Le rééquilibrage des pouvoirs, ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait à la fois vertical, il faut qu'il y ait à la fois horizontal. Vertical, ça veut dire que les trois pouvoirs de l'État, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, le gain peut faire jouer rôle check and balance, c'est-à-dire que de poids et contrepoids. Et au niveau horizontal, avec les collectivités territoriales, les collectivités territoriales représentent des contrepoids aussi au pouvoir politique. Et il faut qu'il y ait des institutions indépendantes, des institutions d'impartialité. C'est ça que nous parlons dans le texte là. Donc ça veut dire que le parti sous mauvais diagnostic pour renforcer le pouvoir du président de la République sans contrepoids. Or, en démocratie, il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité, sans réédition des comptes. Alors que là, on a un président, on a un pouvoir exécutif qui a tout pouvoir dans le sans aucun contrôle véritablement, et c'est que pas de compte pour le rendre. Dans la mesure que vous arrivez dans ça, nous sommes totalement en dictature, et on va aller plus loin avant. Même régime, même Poutine, même Erdogan, même sous Duvalier, Constitution 83 Duvalier, c'est plus démocratique que la proposition ça qui fait là. Et nous avons fait des comparaisons pour nous montrer que ça ne dit pas. Parce que le régime Duvalier était proposé en 83, au moins il était proposé un premier ministre et qui était gagné quand même certaines attributions qui pas forcément relevées du président de la République. Et ça fait que d'après un texte que M. Sonnet écrit, professeur Sonnet Saint-Louis, il a raison, il dit que il y a un peu de monde qui comprend que le régime présidentiel, c'est un régime qui sans contrepoids, c'est un régime qui n'a pas de contrôle. C'est pas vrai. Au contraire, l'offre fait et soit fait une approche comparative, un président de la République est plus fort en régime parlementaire qu'un régime présidentiel. Emmanuel Macron a plus de pouvoir d'action que Biden, qui est le président des États-Unis. Parce que dans le régime parlementaire, et c'est le principe de la collaboration de pouvoir, d'accord, il y a une souplesse, alors que dans le régime présidentiel, c'est le principe de la séparation rigide des pouvoirs. Donc, quel que soit le genre, il y a, et ça qui est mauvaise lecture de la Constitution, c'est ça que y aurait en droit constitutionnel le fait majoritaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de meilleur régime. Le meilleur régime, c'est celui qui connaît ses limites. Quel que soit un régime parlementaire ou un régime présidentiel, dans la mesure que le président n'a pas une majorité au Parlement, il n'a pas gagné tout pouvoir, toute latitude d'action qu'il veut. Sauf que si on fait ça, on fait la brouillard. Et pour conclure sur la question ça, voilà ce que sa commission fait. Tout régime a un avantage, il y a un inconvénient. Il prend tout ça bon dans le régime présidentiel pour renforcer le pouvoir du président. Il a accouché le texte là. Il prend tout ça qui est bon dans le régime parlementaire pour renforcer le pouvoir du président. Il a accouché le texte là, sans contrepartie, sans responsabilité. Automatiquement, nous sommes en dictature. Illustré, on venait sous chapitre qui traitait de pouvoir exécutif là. Comme on dit quoi, nous avons une mission qui est très pédagogique. Maintenant, des lecteurs, allez dans avant-propos et commission, et dans page 6 et suivant, je vois le côté commission dit que président, le fait que l'élu au suffrage universel direct, il faut qu'il y ait plus de moyens d'action et que pouvoir limiter, etc. Je vais rappeler tout simplement, il y a deux hypothèses très fausses. Parce que ce n'est pas parce que le président est élu au suffrage universel direct, nous avons près d'une trentaine de pays à travers le monde qui ont le même texte que Haïti a, alors que c'est le même pouvoir et même attribution qu'ils ont gagné, et ils ont respecté les limites et d'action. Et si nous prenons l'article 53, le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République. Donc ça veut dire que le président de la République dispose entre ses mains le pouvoir exécutif. Parce qu'il dit que les ministres, là, secrétaire d'État, peuvent seulement assister le président de la République, d'accord, qui est à la fois le chef de l'État et le chef de gouvernement. C'est-à-dire que le président de la République, en tant que chef
de gouvernement, il est dans l'action. Il va poser des actes de gestion, forcément. Normalement, lorsqu'on conduit la politique de la nation, d'accord, c'est que vous êtes dans l'action. Mais il fait une erreur d'analyse parce que dans la problématique que vous posez, il dit que le président a de conduire la politique de la nation, de l'avant-propos, alors que dans le texte là, il mettait que le président a déterminé la politique de la nation. Alors qu'il y a une grande différence entre déterminer la politique de la nation et conduire la politique de la nation. Faut nous rappeler tout que pas gagner Premier ministre encore. Donc le président, lui, vient jouer le rôle et Premier ministre. Forcément. Ça a proposé à président et vice-président, d'ailleurs tous les deux, il a fait campagne et ensemble. Il a fait président élu, vice-président élu au suffrage universel direct. D'accord? Et c'est ça que nous au suffrage universel direct. Et je me dis que bon, peut-être c'est pour être capable plus de légitimité au vice-président. Mais ça vient un problème. Si le vice-président, pour une raison ou une autre, empêché, il ne peut pas prévoir un mécanisme de remplacement. Ça veut dire qu'on va l'obliger à aller dans l'élection pour élu vice-président, parce qu'il est élu au même titre, en même temps que le président de la République. Mais l'aime continuer à appeler le texte là, moi, il dit que si président ou vice-président, il y a tout de temps empêché, c'est le président de la Cour de cassation. Là, me pose en question. Pour qui ça, maintenant, il fait que président, vice-président élu au suffrage universel direct, alors que c'est président qui a la compétence, c'est président qui a l'attribution. Si monsieur pas soumettre à président, et qu'on ne voit pas un bon cop qui pas fait régler rien. Mais, ok, donc, le président est le chef de gouvernement. C'est-à-dire que là peut conduire la politique de la nation. Même dans le texte là, il fait une erreur, il mettait déterminé, parce que c'est ça, qui est contradictoire. Parce qu'il dit que il voulait le président pouvoir avant la problématique là pour conduire la politique de la nation, alors que dans le texte que il fait, il dit que le président gagne pour déterminer. Or, déterminer, c'est pas conduire. Déterminer veut dire que décider, influencer un choix, orienter comme on choisit une direction, alors que conduire signifie mener à bien, amener jusqu'à un point fixe. Le président de la République, par rapport à texte là, il est le chef de l'État. Il est le chef de gouvernement. Il détermine la politique de la nation. Il est le chef des forces armées. Il est responsable de la défense nationale. Tout ça, c'est l'article que je là. Il dirige l'administration civile, militaire. Il est l'autorité de nomination. Donc, nécessairement, il a bien pour lui accomplir des actes de gestion, des actes d'administration, d'accord, et des actes de nomination. Et l'on va regarder article 139 là, c'est fameux article, il dit que le président de la République jouit de l'immunité durant son mandat, sous réserve de la procédure de destitution devant la Haute Cour de justice et des limites fixées dans la présente Constitution. Et Haute Cour de justice là, on dit que c'est seulement les points d'armes contre le PIA, etc. Ok. Aucune action ne peut être engagée contre le chef de l'État pour des actes liés à ses fonctions et accompli en qualité de président de la République, même après la fin de son mandat. Moi-même, je sonne l'alerte parce que la démocratie, la dictature nous fait des grimaces. Parce que les ministres sont responsables. D'ailleurs, on voit que c'est très péjoratif, ils considèrent les ministres comme collaborateurs. Il est vrai que le président français, c'est Nicolas Sarkozy, qui était traité Premier ministre de collaborateur. Ça a été fait en pile problème, etc. Mais un ministre qui est bien sous hypothèque légale, qui gagne pour répondre sur le plan politique, sur le plan et pénal et sur le plan pécuniaire, il n'est pas simplement un collaborateur du président de la République. Sous l'article 164 là, les ministres sont responsables des actes du président de la République qu'ils contresignent. Président de la République là, lui-même, il n'a pas de responsabilité là. Non. Mais ministre, oui. Toute décision qu'il prend, là pour le ministre là, vient signer, et une fois que le ministre signe, c'est le ministre qui est responsable. Et pas oublier que les gens doivent de vie et de mort sous ministre, parce que c'est les qui doivent de nomination et de révocation, comme bon lui semble, au grand choix. Donc c'est ça que nous entendons à un régime démocratique, c'est véritablement une régression. Le reproche qu'on fait à la Constitution 87, le reproche qu'on fait à la Constitution 87, justement, c'est parce que le président, je considère comme mineur. Pourquoi ça fait que je considère le président comme mineur? C'est parce que tout chef d'État, alors mais la plupart des chefs d'État haïtiens, ils ont un complexe du Valier. Ils ont deux complexes du Valier. Ils ont tous mourir au pouvoir et ils ont tous passer pouvoir à successeur.
Donc là, on dit qu'il n'y a pas de pouvoir, parce que pour te un pouvoir, il faut que tu aies un pouvoir, même que Duvalier te gagne. Un président, d'accord, qui gagne un pouvoir pour nommer le Premier ministre, pour nommer tous les hauts fonctionnaires de l'État, tous les délégués, tous les vice-délégués, tous les directeurs généraux, tous les responsables des conseils d'administration, etc. Maintenant, dire que ce président n'a pas de pouvoir, il faut que l'on rit. Parce que ça que vous ne faut que nous comprenions, c'est que pas jamais un président qui a le même pouvoir avec François Duvalier ou Jean-Claude Duvalier. Et même pas en Haïti. Emmanuel Macron n'a pas le même pouvoir que De Gaulle, que Pompidou te gagne. Parce que pour qui ça? C'est parce que à l'époque, par exemple, de Duvalier ou à l'époque de Gaulle, pas de gain de décentralisation, pas de gain institution indépendante, pas de gain et presse indépendante, tout média ça qui indépendant, pas de gain et c'était seulement des entreprises publiques. Au niveau communication, tu as une seule instance, organe de communication. Ça veut dire que c'est l'État qui a changé de forme. Donc ce n'est pas le président de la République qui n'a pas de pouvoir, c'est l'État qui perd du pouvoir. Ce n'est pas le président qui n'a pas de pouvoir, c'est l'État qui a perdu du pouvoir. Une fois que l'État perd du pouvoir, c'est normal, celui qui est à la tête de l'État, obligé, perd du pouvoir. Ou qu'un président la cap agité quoi, etc. Mais c'est pour aucun résultat. Parce que et fonction divine perdu une partie de sa substance. On était dans l'article 167, dans l'exécutif toujours, qui parlait de ministre et secrétaire d'État, et aucune action ne peut être engagée contre un ministre ou un secrétaire d'État pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de ministre ou de secrétaire d'État, même après la fin de sa fonction. On va continuer. Les ministres et le secrétaire d'État sont poursuivis par devant les juridictions compétentes pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leur fonction sous réserve des dispositions relatives à la haute cour de justice. Contradiction, parce que puisque l'article 164 a dit que les ministres sont responsables des actes du président qu'ils contresignent. Alors que dans l'article 167 là, il dit que aucune action ne peut être engagée contre un ministre ou un secrétaire d'État. Et pour des actes liés à ses fonctions. Mais les actes de ministre, pour la plupart, c'est des actes de gestion. Qui sont capables, des actes de gestion, qui sont capables de conséquences, capables de corruption, capables de mauvaise gestion. D'accord, c'est ça que acte de ministre. Donc moi-même, je comprends pour même ça après la fin de sa fonction. Et même après la fin de sa fonction. Même pour que je me comprenne, il n'y a aucun texte à travers le monde, il n'y a aucune constitution que vous ne pouvez pas engager une action contre un ministre. Parce que qui dit ministre, dit serviteur, et dit responsabilité. Donc, ça veut dire peut-être ça, moi, que dans tout texte là, il y a vraiment de mauvaises formulations, et que parfois que le texte là pas traduit pensée et commissaire. Et c'est dommage, et c'est une raison, comment ça fait ça arriver? C'est parce que pour faire une constitution, il faut qu'on mette en place une assemblée constituante. Parce que la démocratie représentative, c'est la délibération. La délibération commune sur le but et les moyens. Il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Il faut que tout le monde attende. Là, pour 5 personnes, il y a des experts consulter. Non. Il ne faut pas consulter de façon verticale, de manière verticale. Comme si chaque monde vient là, chaque groupe vient de façon individuelle, il vient exposer point de vue. Il faut qu'il y ait un débat public. Et le débat public, ça, il y a consacré instance pour le faire. La fête soit vous mettez en place une assemblée constituante, soit que vous transformez le Parlement à cet effet. Mais ce n'est pas que vous consultez le monde avec un pile préjugé et que le monde qui d'accord. Donc c'est ça qui gagne, après qu'il y a un pile anomalie. Ça vient faire quoi comme texte, comme conséquence? Vous venez un chef de l'État qui est à la fois chef du gouvernement, qui est irresponsable, on a même dit irresponsable pendant 5 ans, et qui n'est pas responsable devant le Parlement, et qui n'a pas des comptes pour le rendre sur le plan pénal, qui n'a aucune responsabilité. Alors que chef de l'État, ça, avec ses auxiliaires, parce que ça texte a dit, et c'est eux qui conduire la politique de la nation. Donc, alors que en démocratie, tout le monde qui a manipulé l'argent public doit rendre des comptes aux citoyens. Donc c'est pourquoi que nous dit que et texte ça
je pense qu'il représentait un danger. Et on va prendre compte que si texte a tombé, usage a tombé entre certaines mains d'apprentis sorciers, c'est que c'était chargé. Donc c'est ça fait que moi-même pour me dire qu'il y a urgence pour retirer le texte au plus vite. Sinon ça a une véritable régression et après que j'aime dire que la dictature nous fait des grimaces, ou après que maintenant on a vu une nouvelle sensibilité historique. On sentit que on comprend un bon mouvement pour faire nous tourner encore etc. et sous du value. La difficile oui parce que pas bien que dictature par exemple dit non. Il y a un vieux principe juridique médiéval qui dit que ou pas qu'à imposer aucun texte à un peuple qui pas délibéré et que le peuple n'a pas consenti. Peut-être qu'on te pose une question ça au tout début de l'émission. Il y a des gens qui dit mais pour qui ça, c'est-à-dire tout débat ça et a fait un pile et réaction et gagner un pile et crainte justement et pour nous retourner dans une période que nous avons passé révolue et mais constitution. Pour qui ça est important? C'est le contrat social, on a parlé juridiquement, sous forme de fiction. On était à l'état de nature. C'est-à-dire que l'état de nature, c'était la raison du plus fort. Et ils ont estimé que raison du plus fort, donc l'homme est un loup pour l'homme, ok, n'a passé à une autre société. Et que n'a créé un contrat social. Moi accepté ma partie de liberté moi, chaque on a accepté faire pour nous confier pouvoir à un organe qui aurait l'État. Et c'est ça le contrat social qui est représenté par la Constitution. Un texte qui fixe le statut de l'État et déterminer la conduite, d'accord, de tous les acteurs politiques. Ça veut dire quoi? La Constitution, un président de la République est élu au suffrage universel et direct, il y a autorisation. L'élection, c'est une autorisation que l'on donne à une personne, d'accord, pour diriger un pays. D'accord? Le président de la République a l'autorisation, mais il n'y a pas une autorisation comme si on permet de conduire, d'accord? Pour le faire salver, il y a un code de la route. Et le code de la route, c'est la constitution que le président est obligé de respecter. De la mesure que le président de la République là, peu importe le président, pas respecter le code de la route, mais maintenant ça lui permis à point, il a même retiré licence dans le domaine. En droit, il y aurait le forfaiture. C'est-à-dire qu'on prête serment son texte, on a une obligation pour respecter. Et lorsqu'on dit que le président de la République est le garant des institutions, c'est qu'il a pour première responsabilité, non seulement pour le respecter, mais pour faire respecter la Constitution. Ça veut dire quoi? Faire respecter la Constitution, c'est intenter des actions contre tout le monde qui voulait violer la Constitution. Donc, moi, je me dis que la seule façon que nous devons passer dans le changement de Constitution, il faut que tu aies une rupture. Rupture là, veut dire que transition, et révolution et coup d'État. Mais dans la mesure que le président de la République qui est élu reste en place, donc il assure la continuité de l'État, donc nous ne pouvons pas changer de régime, nous ne pouvons pas changer de constitution, parce que l'article 282 de la Constitution fixe clairement conditions que pour changer la Constitution. Voilà, la Constitution est la loi fondamentale. On allait là dans l'article 135 qui traitait de durée et mandat président. Oui, nous quand même prendre à partir de 134. Et c'est un problème que nous avons avec la plupart de nos intellectuels haïtiens. C'est qu'ils sont plus dans le mimétisme que dans la recherche des solutions adaptées à notre environnement. Le mimétisme, c'est important, mais il faut que ce soit constructif. Parce que l'étymologie même du mot expert, c'est expertus, qui veut dire que quelqu'un qui a une expérience sur quelque chose. En point article 134, le président de la République élu au suffrage universel direct, en même temps que le vice-président qu'il a choisi, à l'issue d'un scrutin majoritaire à un tour. Ça, son sujet est à un référendum. Son sujet comme ça qu'on a posé dans le référendum. Parce que contrairement à ça que nous pensons, c'est un classique en droit constitutionnel. C'est le mode de scrutin qui détermine véritablement la vie politique. Ce n'est pas les institutions, ce n'est pas
ce n'est pas les élections, c'est le mode de scrutin. Parce que c'est ça que n'a dit, chaque régime a des avantages et inconvénients. L'on passe à mode de scrutin à un tour, uninominal à un tour, il y a avantages, il y a inconvénients. Ça que fait là, comme nous avons un régime présidentiel, yo prend comme modèle régime ça qu'a fait aux États-Unis. Non, mais aux États-Unis, c'est un État fédéral. Avant que deux candidats viennent in fine, d'accord, dans la phase finale là, mais il y a plusieurs élections, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs procédures qui sont faites au niveau des États fédérés. Alors que nous sommes États unitaires, on ne peut pas prendre modèle ça pour refaire, pour coller sous panneau. On ne peut pas faire ça. Parce que c'est quoi la question du scrutin uninominal à un tour? C'est que il y a 3 types de scrutin, mais il y en a 2. Scrutin uninominal là, ça veut dire qu'un président qui a élu, puisque c'est le monde qui vient en tête là qui est élu, un monde qui a élu avec 12% des voix, 13% des voix, alors que le principal problème que nous avons en démocratie, c'est un problème de légitimité, un problème de représentation. Ça veut dire quoi? Ça, si vous arrivez à un niveau où il y a 2 grands partis, mais tel n'est pas le cas en Haïti, c'est pas comme ça qu'on va prouver pour gagner 2 grands partis. Et c'est pas culture nous tout. Parce que, et ensuite, nous parlons État et fédéré. Ensuite, c'est pas la formule anglaise. Ça veut dire que, scrutin majorité à un tour, qui ça le bail comme problème? Ça veut dire que, pas de nuance. Et il a posé un problème de légitimité. Alors que scrutin uninominal à 2 tours, notamment qu'on vient dans les États unitaires, ça a 2 avantages. Premièrement, il permet les alliances et ça favorise tout et l'efficacité parce que pour dégager une majorité. Ça veut dire que lorsque le président est élu, un président qui est élu au suffrage universel et au suffrage à 2 tours, ça veut dire que 50% plus 1, ça veut dire que c'est à moi tout seul, plus de voix que tous les autres. Donc ça confère une sorte de légitimité. Ce n'est pas adapté par rapport à la problématique que nous gagnons. Qu'est-ce qu'on dit? Une constitution doit répondre aux besoins de la nation, pas en fonction des institutions. Donc je pense que ça, tu dois faire un grand débat d'accord dans la société pour nous connaître que est-ce que nous avons passé ensuite un scrutin proportionnel qui est extrêmement important. Donc ça c'est un débat qui peut faire pour nous connaître que qui mode de scrutin, d'accord, mais ça faut qu'il fait à partir d'une conférence nationale que tout le monde chita, tous les partis politiques, tous les leaders pour connaître qui mode de scrutin que nous avons décidé avec Haïti. Et c'est même là tout que vous fait dans l'article 154. Le président de la République est le garant de l'indépendance de la justice. Il veille à l'exécution des décisions judiciaires conformément à la loi. Nous tous entrés dans le pouvoir judiciaire là? Oui. Mais ouais, ça veut dire dans la Constitution. Hein? Donc on pouvoir un garant, on pouvoir un gardien, ou imaginer que le pouvoir législatif est un garant. C'est pas possible. Qui ça qui fait? C'est ça que me dit que il y a mis un régime en place, en même un texte éclectique, il prend ça. En France, effectivement, le texte français a dit que le président de la République est le garant de l'autorité judiciaire. Parce qu'en France, la justice, c'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Mais c'est un choix que la France fait depuis la Révolution. C'est-à-dire que la justice en France est dans l'État et même dans l'exécutif. Et ça fait que l'autre prend bagaille comme si ou par contre ça ou pas faire un bagage amalgame qui va pas de problème. Thème pour vous par exemple conférence de presse que général de Gaulle a fait le 31 janvier 1964. Il dit que le président de la République est évidemment seul à détenir et à déléguer l'autorité de l'État. L'autorité indivisible de l'État est confiée toute entière au président de la République par le peuple qu'il a élu. Il n'en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civile, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conférée et maintenue par lui. Donc, en conséquence, le président de la République doit être le garant de l'autorité judiciaire. Parce qu'en France, la justice, ce n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Mais si nous dit que Haïti, dans le texte là, l'article a dit qu'il y a 3 pouvoirs,
un pouvoir pas qu'à garant. Donc tout pouvoir doit être autonome, tout pouvoir doit être indépendant, d'accord, l'une par rapport à l'autre. Donc là, il y a le mimétisme, il y a copion bagage qui mettez qui est différent. Pourquoi que pour me finir, m'a dit que ça m'a un débat de société. Effectivement, la question du pouvoir judiciaire posait problème. Qui m'a dit un débat et ça c'était un objet de référendum pour nous déterminer la place de la justice dans l'État, ou du moins la place de la justice dans la société. Parce qu'aux États-Unis, le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais pas oublier que c'est la source du pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir, qui confère le pouvoir. C'est pourquoi qu'aux États-Unis, ils ont fait élection et pour mettre juge. Mais la Cour suprême des États-Unis, lui joue un rôle 5 grandes institutions dans tout l'autre pays, d'accord, et qui gagne comme modèle la France. La Cour suprême des États-Unis, c'est à la fois le Conseil constitutionnel, c'est à la fois la Cour de cassation, c'est à la fois le Conseil d'État, c'est à la fois, d'accord, et la Cour interaméricaine, parce que c'est lui qui fait tout le bagage. Donc, États-Unis sont États fédérés. En tant que c'est un État fédéral lié, pas oublier qu'il y a les États fédérés qui c'est un premier palier, et ça que Hans Kelsen dit, premier palier État fédéré. Deuxième palier, c'est l'État fédéral. Et troisième palier, ben nous a dit pilier, c'est la Cour suprême qui est là qui pour arbitrer, qui pour faire équilibre entre les compétences des États fédérés et compétences de l'État fédéral. Donc, c'est véritablement un pouvoir. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande réflexion qui pour faire là, avec la magistrature dans son ensemble et avec toute la société pour déterminer la place de la justice dans l'État, même dans la société. Le système noir, c'est un système qui est modelé sur le système romano-germanique, c'est-à-dire sur le système français. Ça comprend que le procureur de la République, tout le système noir, l'organisation judiciaire que nous avons, l'organisation administrative, l'organisation militaire et même policière, c'est le système français. Ça veut dire que ça que m'a dit que son texte éclectique, il y a de tout côté. Il prend ça qui est bon, par exemple, dans le système américain pour renforcer le pouvoir de l'exécutif, il prend ça qui est bon dans le système français, etc. Donc ça veut dire que un pouvoir, pas qu'à un garant, un autre pouvoir, pas qu'à garant, d'accord, indépendance, le pouvoir. Ça tape on en sens. Un pouvoir son contre-poilier, ça veut dire que pour équilibrer la fête, il faut que chaque pouvoir gagne chef par eux. Si son l'autre chef qui vient garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est que c'est pas un pouvoir. Ça veut dire que tout article dans ça non ça mal écrit. On après même que on va nous parler dans ça. Yo édenté la Cour des comptes du contentieux administratif, même que me considère comme une revanche. Et une raison qui fait que yo mettez en place le tribunal administratif. D'ailleurs, il dit qu'il y a 2 ordres de juridiction. Le texte n'est pas vrai. Il n'y a pas 2 ordres de juridiction parce que pour qu'il y ait 2 ordres de juridiction, il faut que chaque ordre soit indépendant et que chaque ordre soit coiffé par une Cour suprême. Alors que là, c'est la Cour de cassation qui coiffe les 2 instances. Ça veut dire que les tribunaux administratifs ou la Cour administrative d'appel, d'accord, que je mal écrit là, ça veut dire que c'est des chambres spécialisées. Parce que pas oublier qu'il y a une raison qui fait que vous créez une instance administrative, c'est pour que le judiciaire pas interférer dans les affaires administratives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confusion dans ce texte qui pourrait aller vraiment, que c'est ça que me dit que son texte qui retrograde, tout simplement. On enchaîne là et avec c'est sur le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, on a regardé ça que nous considérons, José Perry, comme des irritants. Okay. Dans qui article nous parlons 116, 117, comme nous pas en Lili, mais n'a ça est censé copier les dispositions de l'article 34 et 37 de la Constitution française qui établit clairement une sorte de catégorisation entre le pouvoir, le domaine de la loi et le domaine réglementaire. Et il parle ça de rationalisation du régime. Là, il fait une erreur capitale, colossale. Dans un régime présidentiel, il ne peut pas y avoir de rationalisation. D'accord, il ne peut pas y avoir de distinction entre le domaine de la loi et le domaine réglement. Le domaine réglementaire, ça veut dire quoi? C'est que le domaine de la loi, ça veut dire que le Parlement est capable de prendre des lois. Le domaine réglementaire, ça veut dire que l'exécutif est capable de prendre des lois. Un régime présidentiel, c'est le régime de la séparation rigide des pouvoirs.
Ça veut dire que l'exécutif là, pas qu'à gagner comme attribution, d'accord, et domaine législatif. Donc, ça veut dire que ça, au point là, il n'y a pas de mettre dans ça, il y a mal copié parce que cette délimitation concerne seulement un régime parlementaire. D'ailleurs, si vous regardez que le discours même de Gaulle, une raison qui fait que De Gaulle n'a pas adopté le régime présidentiel en France avec Michel Debré, c'est parce que là, De Gaulle posait Michel Debré question, mais c'est quoi, quel régime n'a pas pour ça, pas pour un régime présidentiel? Il dit non, général, nous ne pouvons pas prendre un régime présidentiel parce qu'un régime présidentiel ne peut pas permettre nous de rationaliser le régime, non, parce qu'un régime présidentiel, c'est un régime de la séparation rigide des pouvoirs. D'ailleurs, professeur qui invente le mot rationalisation, le parlementarisme rationalisé, il dit clairement cette procédure n'est pas applicable à un régime présidentiel. C'est-à-dire que article 116 et 117 qui dans ça, c'est un non-sens. C'est comme si maintenant nous mettons pays à nos positions, nos situations de non-respectabilité. C'est comme si nous nous concept nous pas maîtriser bagarre, nous faire n'importe comment, etc. Donc je me dis ça, il ne peut pas y avoir de rationalisation, d'accord, du parlementarisme rationalisé, d'un mois indiqué dans un régime présidentiel. Regardez que article 112 là dit que l'année parlementaire est divisée en deux sessions. La première session va du deuxième lundi de janvier au deuxième lundi de juillet. La seconde du deuxième lundi du mois de septembre au deuxième lundi de décembre. Dans l'intervalle des sessions, etc. Et on parle que dans l'article, on parle de quoi que, à défaut que le Parlement vote le budget dans le délai qui est imparti, le budget est considéré comme adopté. Alors que, on va faire qui est plus simple. Il y a deux sessions parlementaires. Je t'ai dit que la session d'automne est réservée pour le vote du budget et la deuxième session qui fait au printemps, c'est destinée au travail législatif. Mais ouais, que bon marché pressé de minimiser le rôle du Parlement, alors que dans une république, le Parlement est le poumon de la démocratie. C'est le Parlement qui représente le véritable contrepoids. Et la suppression du Sénat d'Afrique. Et je pense que c'est une mauvaise chose. Et c'est une mauvaise chose et que nous avons pour nous arriver là-dedans. Il était qu'à peut-être réorganiser le Sénat. Nous sommes conscients que de nos jours, on sorte de anti-parlementarisme et institutions viennent contester mal aimé. Mais ce sont les hommes, mais ce n'est pas l'institution en tant que telle. Parce que le Sénat, c'est quand même important. Et tous les grands experts, tous les grands experts disent ça. Le Sénat, c'est une chambre de clairvoyance. Et qui bat une sérénité entière. Donc c'est le véritable contrepoids des excès du suffrage. Donc, et Sénat, c'est une chambre qui est nécessaire en vue de favoriser la réflexion. Donc avec le Sénat, nous avons une meilleure qualité de production. D'accord, que nous avons qu'à repenser le mode d'élection Sénat. Pour que nous même repenser mode d'attribution compétence Sénat, mais retirer je pense que c'est pas une très bonne chose que retirer Sénat. Et au contraire, dans toutes les grandes démocraties, et le Sénat, c'est une chambre extrêmement importante. Parce que c'est pas soit société à tout, il ne peut pas retirer le Sénat, mais aider le Parlement, c'est capable d'exprimer. Oui, c'est ça, parce que le Sénat, c'est une chambre qui gagne plus de par rapport à mode d'élection, donc qui gagne un peu plus de hauteur. Donc ça veut dire quoi? Que tout régime captant vers dictature toujours préféré une seule chambre et chambre c'est toujours chambre des députés. Et ça fait que même De Gaulle dans tous les autres pays, il y a une tendance, même aux États-Unis, c'est ça que James Madison dit, il y a toujours on rend compte de l'importance que le Sénat gagne aux États-Unis. 10 sénateurs qui là qui est souverain, qui est élu par le peuple, qui a un mandat sous quels critères, sauf que si c'était décidé par des démission. Sous quels critères, on l'a élu au même titre que eux-mêmes, qui ont même légitimité, pour dire que eux-mêmes, ils ne sont pas là, qu'ils vont aller. Qui pouvoir, Sénat, ça a gagné, avec seulement 10 sénateurs, il n'y a pas qu'à faire poids face à la présidence. C'est ça qui expliquait que tout travail ça, les faits, c'est que le Sénat de la République n'est pas impliqué. Oui, nous d'accord qu'il y a un dysfonctionnement,
Mais le Sénat siège en permanence. 10 sénateurs qu'il a eu, il y a encore des moyens d'action. Si vous voulez, il y a des moyens d'action. Parce que le Sénat siège en permanence. Il y a des bagages qu'il était capable de faire. D'ailleurs, il y a encore le ministère de la parole. Je veux dire, qui ça est capable de faire pour influencer sur les décisions qu'on prend au niveau de l'exécutif, par exemple? Majorité des autorités, des élus, d'accord, et ils sont capables de dénoncer. Et moi, je pense qu'il y a toujours exercé fonction de contrôle là. Si 10 sénateurs est invité au ministre, moi, c'est que le aller. D'accord, parce que le Sénat, 10 sénateurs, ça qu'on le veut ou non, il y aura en fonction. Donc ça veut dire que il y a des moyens d'action, mais c'est eux-mêmes. Bon, comme on est à mettre un Sénat, une question de faut qu'il y ait une majorité qui peut prendre une décision, c'est là que je pense que qu'il y a un problème. Mais c'est pas que je pense qu'il y a des sénateurs qui sont conscients de ça, mais il est vrai que comme c'est une assemblée pour agir, il faut dégager une majorité. Il faut nous parler de référendum. Il y a plein de monde qui réagit parce que le président choisi voie référendaire là, lui pas suivre la voie tracée par la Constitution de 87 justement pour manier Constitution. Mais la réponse c'est que ben oui, là, nous pas modifier le texte ça, nous changé. Donc, nous pas obligés pour être capable de faire changement, aller dans la Constitution 87 là. Bon. Là, c'est deux faux arguments, on sort de sophisme. En droit constitutionnel comme en droit administratif, il y a ce qu'on appelle la compétence de droit commun et la compétence d'attribution. Tout président républicain, tout premier ministre, il y a des compétences que la Constitution de Bayo. Donc, compétence de droit commun, ça veut dire quoi? C'est que mon nom, il y a une compétence générale. C'est-à-dire qu'il est intervenu sur tout sujet. Mais dès que le président gagne une compétence d'attribution, ça veut dire quoi? C'est que compétence là énumérée par la Constitution. Et regardez que l'article 136 et suivant de la Constitution, il dit que mais qui pouvoir que le président, mais qui pouvoir que le bali. Et l'article 150 là, et c'est seulement en Haïti que l'article ça existait parce que dans d'autres pays il pas mettre. Mais c'est parce que on est que une tendance pour que le président c'est culture nous, d'accord, une culture de la force, une culture de non-respect de la loi. Yo encadrer davantage pour dire que le président de la République n'a d'autres pouvoirs, d'accord, que ceux que la Constitution en Bali. Le président américain, par exemple, il a une compétence d'attribution. La chancelière allemande, il a une compétence d'attribution. Ça veut dire que la compétence est clairement énumérée. Le président français a une compétence d'attribution en période normale et il a un fameux article 16 qui baille le président français a une compétence exceptionnelle, d'accord, une compétence de droit commun en période exceptionnelle. C'est ça que je dis que le président français a, c'est qu'il y a plus de pouvoir dans toutes les démocraties. Le président canadien et le premier ministre Canada, ils ont une compétence de droit commun. C'est-à-dire que le président haïtien, au regard de la Constitution de 87, ils ont une compétence d'attribution, ils ont fixé compétence, tout ça qui n'est pas dans compétence, il n'est pas qu'à faire. Donc, le monde qui dit que il ne pas empêcher ça, c'est pas dans la question juridique. Son le texte au fait. Il n'y a pas de droit. Pouvoir que Bali, il y a le pouvoir, d'accord, pour faire des propositions d'amendement. C'est pouvoir ça que Bali. Mais il n'y a pas le pouvoir pour changer de constitution. Parce que le pouvoir que Bali a est limitativement énuméré par la constitution. Donc ça veut dire quoi? S'il allait au-delà du pouvoir que Bali a, c'est une violation de la constitution. Par voie référendaire, c'est le peuple qui va décider s'il accepte le texte ça ou pas. Et il n'est pas qu'à faire par voie référendaire et non plus, parce que il y a deux types de souveraineté. Il y a ce qu'on appelle en droit la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Il y a des pays qui adoptent la souveraineté nationale, d'autres la souveraineté populaire. Dès que la Constitution reconnaît la souveraineté nationale, c'est-à-dire que c'est la démocratie représentative, on ne peut pas, d'accord, s'adresser directement au peuple sans passer par une assemblée constituante et sans passer par le Parlement. C'est-à-dire que le président de la République haïtienne a un pouvoir délégué parce que c'est un représentant. Donc lorsqu'on a un pouvoir délégué, ou pas qu'à déléguer à une autre entité.
Donc, c'est-à-dire que le président, en tant que représentant, dans le cadre d'une démocratie représentative, c'est quoi la différence? La démocratie représentative, ça veut dire quoi? La souveraineté nationale. Donc, le peuple a confié mandat, d'accord, à des représentants. Et la démocratie et la souveraineté populaire, c'est la démocratie directe. Donc, la question procéder référendum, c'est une sorte de démocratie semi-directe. Donc, au regard de la Constitution, là encore, que nous pas qu'à entrer là-dedans, nous pas qu'à faire. Il y a un seul texte au niveau international qui est rédigé à l'usage pratique de référendum, c'est par la Commission de Venise, qui c'est une instance du Conseil de l'Europe, qui a près de 105 cours suprêmes, constitutionnels, d'accord, qui dit que tout pays démocratique qui voulait faire un référendum, il y a un ensemble de procédures, questions que vous posez. Première question, aucun référendum n'est possible sans une base constitutionnelle. Aucun référendum n'est possible sans une base constitutionnelle. Au contraire, nous sommes très étonnés parce que la communauté internationale en Haïti pas réagit sur question référendum. Non, pas toutes. Par exemple, les États-Unis qui, dès le départ, ont dit qu'il n'y a pas de question référendum. Mais après qu'au fur et à mesure, ils viennent ressaisir parce qu'on n'a pas qu'à faire un référendum. Un référendum, c'est comme une élection. Ça doit obéir à des règles procédurales et des règles constitutionnelles. Et on connaît que un référendum plus compliqué, oui. Un référendum plus compliqué, mais plus des débats que élection présidentielle ou élection législative. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des conditions pour faire un référendum. De façon ça a fait là, c'est ça que est une gouvernance par préjugé. Je pense que le pouvoir politique là a fini par retirer le texte là parce que le président de la République en tant que garant de la cohésion nationale, d'accord, et pas aucun intérêt pour diviser davantage et nation. Quand un texte soulève autant en démocratie, quand un texte soulève autant de problèmes, autant de difficultés, dans toutes les démocraties, d'accord, on a des manifestations qui étaient faites ou bien marches qui étaient faites contre la Constitution. Donc en démocratie, la rue, c'est le véritable contre-pouvoir. Donc ça veut dire que le pays n'a pas qu'à gagner des déchirures supplémentaires. Donc ça veut dire que, ensuite, comment on parle de un texte qui divise comme ça la nation et on parle dire que c'est un statut, c'est le pacte, c'est le contrat social. Donc ça veut dire que c'est un problème. Est-ce que vraiment texte ça pas un lien qui est capable de faire là-dedans? Là, je me dis que sont réformettes parce qu'il n'y a pas aucune question de fond qui est abordée véritablement. Je ne suis pas sur une revue, donc toutes les grandes questions. Il y a des questions toutes qui demandent pour un débat. Un grand débat au niveau de la société, parce que ce n'est pas des questions comme ça qu'un groupe est capable de prendre. Parce que c'est pas bien qu'une constitution, moi, lorsque j'étais contacté, je fait partie de la constitution, je me demandé qu'il faut que nous arrivions dans ça, pour nous déménager, mais ça, un compromis de transition. Parce que ce n'est pas un règlement intérieur un parti politique, ce n'est pas un règlement intérieur PHTK, c'est un texte qui concerne tout le monde. Ça veut dire que le président de la République n'a pas dit que je le veux, je le fais. Donc dans ce cas, le président met un décret pour lui imposer la constitution au peuple, il a besoin de faire référendum, gaspiller quoi. Nous ne sommes pas un peuple moutaudier. Il ne faut pas infantiliser les citoyens. Donc en démocratie, pas un monde qui décide pour contre lui, tout seul et dit que moi faire un référendum. Et ça fait me dire tout à l'heure un vieux principe juridique médiéval qui dit que ce qui concerne tout le monde doit être délibéré et accepté par tous. Donc ça veut dire que moi-même, si j'ai un conseil que m'a dit président pour lui abandonner la vision politique pour choisir une vision historique. Et ça fait que moi-même, m'exprimer le vœu que le Saint-Esprit habiter président pour commencer d'accord des discussions avec l'opposition, retirer le texte là d'abord et ménager un compromis de transition. Lors fait constitution, il y a des questions de fond, d'accord, que c'est toute société qui pour débattre, c'est toute société qui pour chita sous lui, et c'est des questions même moi-même que malgré réponse parce que c'est le choix de société, la question de collectivité territoriale, la question de pouvoir judiciaire, la place du pouvoir judiciaire, la question du Parlement, la question de l'exécutif, c'est des questions essentielles qui ont un gros débat dans la société, même la question du changement de régime politique. Regardez ça chez lui fait. Même penser que
et je t'ai qu'à poser une question comme ça, demander peuple là d'abord, est-ce que vous voulez changer la constitution? Et si vous voulez changer la constitution, est-ce que vous voulez changer de régime? Et si vous voulez changer de régime, qui organe, qui entité qu'on voulait faire? C'est comme ça que vous faites ça en démocratie. Et c'est ça que la commission de Venise est proposée, parce que Haïti est appelé à l'émergence. Ça veut dire qu'il faut que nous respections les règles, il faut que nous voyons comment ça se fait au niveau et doit comparer, notamment dans les jurisprudences les plus avancées, jurisprudence européenne et jurisprudence latino-américaine. Nous regardons quelques points parmi ça qui est plus important. Au-delà de contenu et texte, il y a un problème qui est posé. Par exemple, institution qui pourra faire référendum, non? Conseil électoral et provisoire. C'est ça encore un problème. Avant, c'était le ministère intérieur qui organisait l'élection. Donc c'est le pouvoir exécutif qui était en charge de l'élection. Les nous entrés en démocratie, nous estimons que faut que tout le monde ait la même chance là, de mettre en place une institution indépendante. Les indépendants, ça veut dire que c'est une institution qui est l'ensemble des acteurs politiques retrouvés au là-dedans. Mais sous forme un conseil électoral qui contesté et ensuite qui n'a pas prêté serment, donc ça veut dire que ça ne sert à rien. Les membres du conseil électoral, les conseillers électoraux qui n'ont pas prêté serment, ils sont des fonctionnaires qui relèvent directement de l'exécutif. C'est la prestation du serment, d'accord, qui confère, d'accord, l'impérium au conseil, aux conseillers et aux conseillers électoraux. C'est-à-dire que c'est ces prestations de serment qui ont option pour gagner la qualité de juge. En dehors de la prestation de serment, ils sont des fonctionnaires de l'exécutif, c'est-à-dire que le pas une instance indépendante. Est-ce que ça veut dire que, si ils ont prêté serment, ils sont capables de faire référendum? Non, pas du tout. Ah. Non, si tu prêté serment, tu as moins mal. Au moins, pas de bon problème juridique, tu as un bon problème politique. Mais là, c'est qu'ils n'ont pas prêté serment. Donc, ils ne sont pas des juges électoraux. Donc, ce sont des fonctionnaires de l'État. Ça, c'est notre problème. Vous posez là, vous êtes dans l'élection, là. Non, pas dans l'élection. Non, oui, non. Non, ça va poser problème. Parce que procès verbal, toute décision que vous ne prenez pas, n'a aucune importance sur le plan juridique. Parce qu'ils n'ont pas prêté serment. Donc, c'est pas des actes administratifs. Est-ce que vous avez problème bien? C'est ça qui fait que vous dites qu'en droit, la fraude corrompt tout. C'est-à-dire que dès que le système a commencé le mal, c'est que c'est tout processus là encore qui a pris branlé. Donc, c'est même gens qui gagnent avec question de référendum. Parce que pour me dire la question référendum, non, et là, regardez que il y a un article dans le décret qui dit que référendum non passé, c'est-à-dire que la Constitution adoptée, si le oui joignent une majorité des suffrages exprimés. Ça, je pense que il y a un glissement dans ça. Parce que ça que pour nous connaît, dans la question de référendum, le peuple arithmétique, le peuple politique, le peuple électoral, c'est-à-dire que le peuple des élections, c'est pas le peuple du référendum. Le peuple du référendum, c'est ça qui est le peuple constituant, c'est ça qui est le peuple souverain, c'est ça qui est l'acte collectif. Ça veut dire que pour faire une constitution passée, il y a deux types de quorum pour gagner. Il faut qu'on ait un quorum de participation et il faut qu'on ait un quorum d'approbation. Ça veut dire que le président Jovenel, président avec 500 000 voix, c'est parce que c'est élection, d'accord? Élection, c'est que à un certain moment, il faut qu'on décide pour avoir autorisation à un monde qui gouverne, mais il y a 100 000 personnes qui allaient voter, majorité a fait pour mon président. Mais il n'est pas quand même bien pour le référendum. C'est le contrat social. Où on nous compte que dans l'élection qu'on va le faire là, il y a 80 000 personnes qui allaient voter, il suffit qu'il y ait 40 000 personnes plus qui votent, on dit que ça c'est une constitution qui concernait 12 millions haïtiens. C'est une blague, c'est une plaisanterie, c'est une farce. Donc ça fait que donc une bonne baraque qui pas bien assimilé, même à un certain moment mais ça me pense que faut qu'on chita ensemble. Et ça qui me dit que ménager un compromis de transition. Nous chita ensemble pour nous faire ça les dépôt bilan de la démocratie. Pour nous côté que nous avancer, côté que nous fait et nous moins avancer, qui ça côté qui gagne faille et pour nous aller de l'avant. Le pays puis c'est éviter puis comprendre que gagne un bon
les bons d'un côté, tout le monde qui pour c'est des bons et tout le monde qui contre c'est des mauvais. La démocratie, c'est la contradiction. La démocratie, c'est le dissensus. Sinon, si tout le monde a dit même bagaille, c'est ça que Gustave Thibon dit, c'est être dans le vent, c'est avoir l'ambition d'une feuille morte. Tout le monde pas dit même bagaille, faut pouvoir tendre d'accord son qui contraire pour que Chita réunit tout le monde, d'accord, et que Chita avec l'opposition joignent un accord politique. Et moi-même, et ça que moi-même pense que bon c'est des questions là qui pas aborder sans que pas une transition. Pour faire qui ça? Non. Moi-même dis que moi ça me propose moi-même que c'est ménager un compromis de transition. Dans le cadre que nous est là, pas de rien que nous capables de faire là, d'accord, sans que pas gagner pour question de fond ça va traiter en dehors d'une transition. Nous qu'à aborder questions constitution, que ce soit modification ou bien une nouvelle constitution, seulement et la transition. Oui, parce qu'il y a des questions de fond, parce que c'est pas une transition. C'est qu'il faut penser bagaille autour et en fonction de l'avenir. Si chaque fois que au texte qu'on baille, après ça on dit que nous ouvrons nos consensus pour changer, donc nouveau monde a venir à changer, le nouveau monde a venir à changer. Ça qui dit transition, c'est parce qu'à partir d'une transition, il y a une rupture. Oui, mais pas oublier, on va parler de Jovenel Moïse. Ça dit à partir du moment où il y a une transition, et lui-même il va bien le levier, même. Ça c'est l'autre équipe qui va faire travail ça. Ah, et ça qui me dit que faut, mais c'est ça me doit aménager un compromis de transition. Moi, je pense qu'un compromis de transition, sous table là, c'est tout le monde qui a aménagé, d'accord, au bénéfice du pays. Moi, je parle en tant qu'expert. Maintenant, si nous voulons mettre une couche de peinture, faire réforme, faire démagogie, écoutez, dans le pays, il y a toujours des gens qui ont des propositions, qui ont dicté les voies à suivre. Parfois, il y a parfois, il n'y a pas côté. Moi-même, c'est ça que moi dis, moi proposé. Mais après ça, nous avons toujours fait, allez, faire ça que nous voulons et pas aucun problème. Bon, puisque le président a approché, bon, imaginez que, bon, référendum fait et puis, ben ça, la Constitution a passé. Texte a passé, qui a venu texte à ce moment-là? Mais texte là lui-même, dans la disposition, il dit qu'il n'y a pas aucun avenir. Dans ça, il y a même article 272, 273, 275, 276, 277 et après que si il n'est pas aménagé ce compromis de transition, le texte n'aura aucun avenir. Même la disposition transitoire. Oui, il n'y a pas aucun avenir. Parce que, écoutez, article 272 là dit, est-ce que vous voulez lire pour okay. Dans les 15 jours francs qui suivent l'adoption de la présente Constitution par référendum, l'exécutif adopte au Conseil des ministres un projet de décret électoral pour organiser les premières élections du président de la République, des députés, des membres des conseils départementaux, des maires et des conseils d'administration des sections communales. Donc, d'accord, immédiatement que le texte a voté, entre guillemets, nous entrons dans l'élection. OK. Une élection divisée davantage un peuple. Maintenant, lit article 277. 277. Et dans les 15 jours francs qui suivent l'adoption de la présente Constitution par référendum, le président de la République met en place un comité pluridisciplinaire chargé de préparer les avant-projets de loi organique complétant la Constitution, l'avant-projet de loi sur les collectivités territoriales ainsi qu'un plan de réorganisation des services de l'État et de mise en place du nouvel édifice institutionnel des collectivités territoriales pour tenir compte des dispositions de la présente Constitution. Dans cet intervalle, l'organisme électoral prend les dispositions pour rédiger le projet de décret électoral devant régir l'organisation des élections pour les postes électifs prévus par la Constitution. Il le soumet au pouvoir exécutif pour les suites nécessaires. Oui, ça va proposer nous là. Et ça que me parle de constitution empoisonnée. Il m'a demandé pour nous renverser table là, pour nous casser maison sans avoir aucune idée de comment la reconstruire, sans aucune stratégie alternative, de casser ce que les générations précédentes se sont donné tant de mal pour construire. Voilà, nous parlons d'élection, c'est-à-dire que tout le monde parle d'élection. En même temps, nous allons mettre une commission en place
Et soit regardez que l'article 275, les fonctionnaires au poste au Sénat de la République sont redéployés dans l'administration centrale et les collectivités territoriales selon leurs compétences. La fonction du Premier ministre est supprimée à partir de l'installation du nouveau président de la République. Les fonctionnaires en poste à la primature sont redéployés dans l'administration centrale et les collectivités territoriales selon leurs compétences. Les entités administratives jusque-là rattachées à la primature sont réaffectées à d'autres ministères par voie réglementaire. C'est même là qui est fait pour la Cour des comptes. Alors que le pays maintenant, c'est la primature qui dispose de l'administration. Le cas, c'est primature maintenant. Entre-temps, vite ça, qu'est-ce qui parle en pays? Et comité ça, vite ça, qu'est-ce qui parle en pays? Parce qu'il parle d'une autre équipe qui parle au pouvoir. C'est ça que est en droit neutron législatif, neutron constitutionnel. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de dispositions, d'accord, qui sont contenu obligatoire, qui ne va pas avoir aucun effet en pratique. Donc ça veut dire quoi? Texte ça là qui là, et c'est voter, mais nous qui avons bon pouvoir qui tiré dans le Cour des comptes, je dis que c'est tribunaux administratifs, c'est cour d'appel d'administratif qui va le faire. Mais pour mettre en place un tribunal, ça prend temps. D'accord? Ça demande des espaces local, il faut former juge, il faut etc. Ça veut dire que maintenant, il y a un moment pour nous casser sans que on quitte côté là, d'accord? Et primature. C'est la primature qui dirige le pays. C'est la primature qui est en charge de l'administration. Maintenant, les primatures par là, présidence là qui va péter serment, sans primature, etc. Vite ça, espace là, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Nous vraiment fini là. Mando, si jamais il y a un monde au niveau de pouvoir ou bien de comité consultatif qui t'a voulu faire un débat et sous question, on a dit bienvenue, pas vrai? Bienvenue. Voilà. D'ailleurs, plusieurs fois que tu as proposé que bienvenue, oui, nous prêts pour un débat, toujours disponible. C'est la contradiction. C'est ça. Eh bien, merci. À très bientôt, Maître Josué Pierre-Louis. Merci, Madame Bonhomme. C'est un plaisir que vous me répondre à la question ça, pour me faire éclairer ça. Quoi nous dit que la démocratie, c'est le dissensus, c'est la contradiction, et que moi-même, par des formations en tant que juge, le juge doit respecter le contradictoire et faire respecter le contradictoire. Et ça peut me toujours préférer un débat contradictoire, mais malheureusement, pas de beaucoup d'épreneurs. Donc, sous-joindre, moi disponible pour faire le débat. Je suis disponible pour le débat. Notre Josué Pierre-Louis est invité nous aujourd'hui, docteur en droit public, ancien ministre de la justice et de présentation émission ça, Marie-Lucie Bonhomme. Merci pour tout le monde.